Bismillah. Interroge-moi, je connais la réponse. Pourquoi Sian ne porta pas les armes pendant la seconde bataille de Mactured? Ce n'est pas difficile, il était mort, voici l'histoire. Quand Lug préparait la défense contre les Fomores, il demanda à son père « Va au nord de l'île pour en regrouper les guerriers ». Sian monta aussitôt sur son char, or le sort voulut que sa route croisât celle de 3 fils de Tuiran. Une haine tenace opposait les deux familles. Cette rivalité remontait à une époque si ancienne que tous en avaient oublié la cause. Mais pour cette raison même, elle était devenue inexpiable et ne prendrait fin qu'avec l'extinction de l'un des deux clans. En attendant, chaque fois qu'un fils de Dianect rencontrait un fils de Tuirin en terrain découvert, il se livrait un combat acharné. Pourtant, ce jour-là, Sian devait éviter l'affrontement, non qu'il eût peur, mais parce qu'il n'avait pas le droit de compromettre sa mission pour une querelle personnelle. Aussi prit-il la fuite. Malheureusement, les fils de Tuirin l'avaient reconnu et ils se lancèrent à sa poursuite. Lâchant les rênes des chevaux, Sian les encourageait. « Plus vite, plus vite !» Les pauvres bêtes faisaient leur possible, mais les montures plus fraîches des poursuivants gagnaient du terrain. Soudain, un troupeau de sangliers coupa la route du fugitif. Sans hésiter, Sian se laissa glisser au sol et, usant de ses connaissances en magie, revêtit l'aspect d'un de ces animaux pour se mêler au troupeau. Hélas, la métamorphose n'avait pas échappé à Brian, l'aîné des fils de Tuirin. Entraînant ses frères, Lujkar et Yukabar, il se précipita sur les sangliers, les pieds levés. Comme tous les descendants de Dana, il possédait la science des druides. Aussi surent-ils distinguer Sian des autres bêtes. Ils le forcèrent et le blessèrent à mort. Percé par les 3 épieux, Sian tourna le groin vers Brian. « Accorde-moi une faveur, dit-il. Laisse-moi reprendre forme d'homme pour mourir. » Brian, méfiant, ne se pressait pas d'accéder à la requête, mais Yukar engagea à accepter. « Nous sommes 3, il est seul et de plus affaibli par ses blessures. Combien même il prendrait les armes contre nous, il n'aurait aucune chance. » Et Yukabar de renchérir, « Ne ternis pas notre réputation en refusant à un mourant la grâce qu'il demande. »« Soit, céda Brian, quitte l'aspect de cet animal. » Or, dès qu'il reprit son apparence humaine, Sian s'adressa à eux en ricanant. « Si vous m'aviez abattu quand j'étais un sanglier, qui aurait songé à vous le reprocher? À présent, si vous, les 3 guerriers, enragés d'être tombés dans ce piège, l'absence de témoins ne les rassurait pas. En ce temps-là, les épées, quand on les dégainait, avaient pour habitude de raconter les actions qu'elles avaient accomplies. Quant aux lances, il n'y avait plus bavarde. D'une façon ou d'une autre, Lug ne tarderait pas à connaître les coupables. « Qu'à cela ne tienne, s'écria Brian, nous n'emploierons pas nos armes. » Sautant de cheval, il ramassa une grosse pierre dont il frappa le blessé. Yukar et Yukabar suivirent son exemple, si bien que Sian resta bientôt étendu dans la poussière du chemin, les os broyés. La terre était tellement révoltée par ce procédé indigne d'un guerrier que les 3 frères durent s'y prendre à 7 fois avant qu'elle consente à recouvrir la dépouille de Sian. À quelques jours de là, Lug, inquiet de ne pas revoir son père, partit à sa recherche. Comme il passait près de sa tombe, les pierres se mirent à parler. Ce n'était certes pas dans leurs habitudes, mais puisqu'on s'était servi d'elles comme d'armes, pourquoi seraient-elles restées muettes? Ainsi Lug connut la vérité. Revenu à Tara, devant tous les chefs de clan assemblés, il s'adressa au roi Nuada. « Si un homme avait tué ton père, non pas l'arme à la main, dans un duel régulier, mais comme on achève une bête sauvage, ne trouverais-tu pas juste de lui infliger une mort pénible ?» En proférant ces paroles, il regardait Brian. « Certes, répondit Nuada, et chacun de proposer un châtiment exemplaire. Même les fils de Tuirin, de peur d'éveiller les soupçons, approuvèrent. Cependant, comme Lug ne cessait de les fixer du regard, Brian comprit que cela ne suffisait pas. « Ce qui est arrivé à Sian, dit-il, je l'ignore, mais comme tu sembles croire notre clan concerné par sa mort, je suis prêt à payer le prix du sang. » La coutume en ce temps-là était en effet de permettre à un accusé de réparer ses torts pour échapper à la condamnation. « Eh bien, dit Nuada en s'adressant à Lug, c'est à toi de décider. »« J'accepte, répondit Lug.
Voici ce que je réclame pour prix du sang de mon père. 3 pommes, une peau de porc, une lance, 2 chevaux, 7 cochons, un chien, une broche à rôtir et 3 cris. Est-ce tout? Demanda Nuada, vaguement inquiet. Est-ce que la douleur ne faisait pas perdre la raison à son chef des armées? Ce n'est pas pour moi que je demande ces objets, le rassura Lug. Ils seront utiles dans la guerre qui se prépare contre les Fomores. Ainsi je donne au fils de Tuirin l'occasion de laver leur honneur en servant l'intérêt commun. Acceptes-tu, Brian? L'offre paraissait si généreuse, la demande si modeste, que Brian soupçonna immédiatement un piège. Mais il avait engagé sa parole et ne pouvait la reprendre. Tout au plus obtint-il la permission de consulter son père. Voici comment agir, lui souffla Tuirin, qui lui aussi redoutait une ruse. Puisque tu dois rassembler ces objets avant l'assaut des Fomores, le temps t'est compté. Demande donc à Lug de te prêter ses chevaux blancs à crinière d'or. Il n'y en a pas de plus fringant sous le soleil. Bien entendu, il ne voudra pas te les confier. Alors tu réclameras son bateau à Manannan, le maître de la mer. Il n'y en a pas de plus rapide sur la crête des vagues. Tu connais la coutume. Un second refus de la communauté te délivrera de ton engagement envers elle. Brian suivit ce conseil. Comme il s'y attendait, Lug rejeta sèchement la demande, mais à sa grande surprise, Manannan, éventant le stratagème, préféra prêter son bateau, plutôt que permettre au fils de Tuirin de se dérober. Il le mena lui-même à la grève où l'embarcation était échouée. Quand Yukar la vit, il se récria. « Ce n'est qu'une pirogue, nous n'y tiendrons même pas tous les 3 assis. » Il n'anima ni gouverne, renchérit Yukabar. Comment le diriger? Montez, vous comprendrez, dit Manannan. Les choses ne sont jamais ce qu'elles semblent être. Il s'agissait en effet d'un vaisseau magique, qui grandissait à mesure qu'on le chargeait. Quant à la manœuvre, on ne pouvait espérer plus simple. Il suffisait de lui indiquer la destination pour y être transporté dans l'instant. Heureusement, car Lug confirma les soupçons de Brian en précisant chacune de ses demandes. Ainsi, les pommes, il devait les cueillir dans le verger du roi d'Isberni. Ces fruits avaient le pouvoir de guérir toutes les maladies, mais si on les jetait à la tête d'un ennemi, il le tuait avant de revenir dans la main qui les avait lancés. Brian prononça la formule magique. « Bateau de Manannan, qui est sous nos pieds, conduis-nous en Isberni. » À peine avait-il proféré ces paroles que le paysage changea. Le navire avait quitté les rives brumeuses de l'Irlande et flottait à présent sous un soleil éblouissant, au pied de la haute muraille qui cernait le verger royal. Yukar et Yukabar proposèrent d'en attaquer les gardiens par surprise, mais leurs frères préféraient économiser leurs forces. Ils n'en étaient qu'au début de leur quête. Souvenez-vous des leçons apprises auprès de nos druides. Aucun mur n'est assez haut pour arrêter un oiseau. Pour franchir l'enceinte, ils se métamorphosèrent donc en faucons et s'emparèrent chacun d'une pomme. Or le roi d'Isberni les aperçut de sa fenêtre. Trouvant plutôt étrange ce goût des fruits chez les rapaces, il changea ses 3 filles en dragons et les lança à la poursuite des volatiles. Quand ils sentirent sur leur dos le souffle enflammé des monstres, les fils de Tuirin se transformèrent en cormorans. Repliant leurs ailes, ils plongèrent sous les vagues et ne retrouvèrent leur apparence que pour embarquer. Yukabar montra le ciel du doigt. Les dragons, un instant décontenancés par la disparition des faucons, avaient repéré le navire étranger et se précipitaient sur lui. Brian eut tout juste le temps de s'écrier. « Bateau de Manannan, qui est sous nos pieds, conduis-nous en Grèce. » Les griffes des dragons se refermèrent sur l'écume. En Grèce, ils accostèrent dans la cité du roi Tui. Celui-ci possédait une peau de porc que Lug désirait en raison de son pouvoir. Il suffisait de la poser sur une blessure, si profonde fut-elle, pour qu'elle se refermât aussitôt. Cette fois, dit Yukabar, pas de finasserie. Prenons le palais d'assaut. Sais-tu où se trouve le trésor de Tui? Objecta Brian. Soyons plus subtils. Les Grecs sont amateurs d'art, et nous faisons passer pour des poètes itinérants. Nous approcherons le roi et nous emploierons contre lui la parole qui oblige. Effectivement, ils furent admis au banquet que le roi offrait à ses amis. Brian lui chanta un poème fort astucieux qui racontait l'histoire d'un roi qui, lorsqu'il était satisfait des vers composés pour lui, payait leurs auteurs avec une peau de porc magique. En Irlande, cela aurait suffi à obliger le roi à suivre cet exemple, car on y craint le pouvoir des bardes et l'on sait qu'ils ne parlent pas en vain. Mais les Grecs ont d'autres mœurs. Tui, croyant à une plaisanterie, s'étranglait de rire. Cependant, comme il aimait s'amuser, il proposa aux étrangers de leur donner tout ce que la peau contiendrait de pièces d'or.
Mortifié de voir son stratagème échouer, Brian fit mine d'accepter, mais quand on apporta la peau, il s'en empara de la main gauche, tandis que de la droite, il assonnait un coup de glaive sur le crâne de Thuy. Il est en général malsain de rire d'un homme fier et susceptible, surtout s'il est armé. Brian et ses frères se ruèrent vers la sortie avec un tel élan que toute la garde du palais ne put les empêcher de regagner le navire. « Bateau de Manannan, qui est sous nos pieds, dit Brian, conduis-nous en Perse. » L'épreuve suivante consistait en effet à s'emparer de la lance de Pissar, le roi des Perses, une arme de feu qui ne manquait jamais sa cible. Brian, vexé par l'échec de sa ruse, s'entêta. Les Grecs sont des rustres qui n'ont aucun respect pour les choses sacrées, expliqua ce dernier. Les Perses sont un peuple ancien. Avec eux, mon stratagème fonctionnera. Devant le roi Pissar, il chanta donc un poème pour lui réclamer sa lance magique. Cela n'impressionna nullement Pissar, ni ne l'amusa, car il n'avait aucun sens de l'humour. Croyant que Brian se moquait de lui, il ordonna à ses gardes de s'emparer des étrangers et de les écorcher vifs pour leur apprendre la politesse. Mais Brian dissimulait sous son manteau les pandis bernis. Il en jeta une à la tête du roi et le tua tout net. Pendant que ses frères retenaient les gardes, il s'empara de la lance exposée à côté du trône, après quoi les fils de Tuirin démontrèrent aux Perses qu'ils n'étaient pas meilleurs guerriers que les Grecs, en franchissant leur ligne aussi facilement qu'ils avaient bousculé le soldat de Thuy. « Bateau de Manannan, qui est sous nos pieds, conduis-nous en Sicile. » Lug avait exigé les chevaux de Dobar. Le roi de cette île, ces deux merveilleux étalons, couraient sur la mer comme sur la terre, et s'ils étaient tués au combat, il suffisait de rassembler leurs os pour qu'ils repartent au galop. Cette fois, Yukar et Yukabar persuadèrent leurs frères d'abandonner la ruse et d'en revenir à la bonne vieille méthode de l'attaque surprise. Cependant, sur place, ils se heurtèrent à une difficulté imprévue. Dobar, grand amateur de chevaux, en possédait des centaines. Comment repérer ceux qu'il cherchait? Pour le découvrir, les fils de Tuirin s'engagèrent comme mercenaires. Si grande était leur valeur que le roi leur confia bientôt la direction de son armée. Certain que nul ennemi n'oserait débarquer sur son île aussi longtemps qu'il la défendrait. Or, au bout de 6 semaines, Brian annonça son départ à Dobar. « Que se passe-t-il » demanda le roi. « N'êtes-vous pas assez payé? Ne vous ai-je pas offert un palais tout à côté du mien ?»« Certes, reconnut Brian, mais je ne resterai pas plus longtemps au service d'un homme qui ne m'accorde pas sa confiance. » Ce discours surprit le roi qui invita Brian à s'expliquer. « On dit que tu possèdes 2 chevaux merveilleux, mais à moi, qui dirige ta garde, tu évites de me les montrer. » Si ce n'est que cela, ce n'est pas difficile. Jamais aucun mercenaire ne m'a plu autant que vous, et je vous aime trop pour vous laisser repartir. Aussitôt, il fit venir les étalons, attelés au plus précieux de ses chars. Sans même attendre l'arrêt du véhicule, les 3 frères sautèrent dedans et en éjectèrent le cocher. « Désolé, dit Brian, j'ai besoin de ces bêtes, mais je ne te tue pas, car tu as dit que tu nous aimes. » Quand les soldats de Dobar songèrent à réagir, les chevaux embarquaient déjà dans la pirogue magique, qui atteignait maintenant une taille respectable. « Bateau de Manannan, qui est sous nos pieds, conduis-nous aux colonnes d'or. » Les cochons des colonnes d'or étaient au nombre de 7. On les mangeait le soir et on les retrouvait au matin bien vivants. Quiconque consommait leur chair ignorait la maladie et la fatigue. Quand les fils de Tuirin approchèrent du port de ce lointain rivage, ils le trouvèrent obstrué par des chaînes. Ils en déduisirent que leur réputation commençait à se répandre parmi les souverains détenteurs de trésors. Alors, ils demandèrent tout simplement à parler au roi et à Sal, et lui rappelèrent que ceux qui leur avaient résisté étaient morts, sauf Dobar parce qu'il les aimait. Le roi se dépêcha de les assurer de sa propre estime et réunit son conseil. Le peuple fut d'avis qu'il valait mieux se remettre à élever des porcs ordinaires qu'engager une guerre perdue d'avance. D'ailleurs, on pourrait se mettre à l'élevage des moutons pour changer. Et Assal se plia à cette décision d'autant plus facilement qu'il commençait à se lasser de charcuterie à tous les repas. « Et maintenant, où allez-vous » demanda-t-il aux 3 frères après leur avoir livré les cochons magiques. « Chez Phaimilis, dont le chien, dit-on, effraie les plus sauvages des bêtes sauvages. Lug veut s'en servir pour affoler les attelages de nos ennemis. » Phaimilis est mon gendre, tel que je le connais, il va vouloir fanfaronner. Par amitié pour moi, soyez indulgents. Je n'aimerais pas que mes petits-enfants deviennent orphelins avant d'avoir l'âge de monter sur son trône. Phaimilis se montra en effet moins avisé que son beau-père.
Décidé à résister au fils de Tuirin, il avait dressé des fortifications tout le long de la côte et croyait que cela suffirait à les empêcher de débarquer. Ils lui prouvèrent que non. Brian conduisait le char tiré par les chevaux de Dobar. Yakar lançait le pom d'Isberni. Yukabar maniait la lance de feu. Toute l'armée de Frémilis se révéla impuissante à les ralentir. En souvenir des Hassal, ils laissèrent la vie sauve à son gendre et se contentèrent de dérober le chien. Pendant ce temps, que se passait-il à Tara? Lug n'ignorait rien des succès remportés par ses ennemis. Dans un sens, il aurait dû s'en réjouir, car il avait un réel besoin des trésors qu'il réunissait. Mais il aurait tout de même aimé les voir humiliés ou mieux encore tués. Et la facilité croissante avec laquelle il venait à bout des épreuves l'irritait. Alors il tricha un peu. Il envoya sur les 3 frères un charme pour troubler leur mémoire. Ainsi, Brian oublia qu'il restait 2 épreuves. Croyant la quête achevée, il rentra tout fier à Tara pour présenter ses trophées. En présence du roi Nuada et de tous les chefs de clan, Lug les examina. Brian rengorgeait impatient de raconter ses exploits, tandis que Lug procédait à cet inventaire. Mais son sourire se figea quand son ennemi, loin de le féliciter, l'apostropha sur un ton indigné. « Tu n'as donc que la moitié d'une parole. Ne t'avais-je pas demandé la broche à rôtir des sorciers de Fianshire ? Je ne la vois pas. Il est vrai que nul ne sait où se trouve cette île. Tu auras sans doute trouvé trop difficile de chercher par toi-même. Tu sais de se servir de tes muscles, mais quand il s'agit de réfléchir... » Interloqué, Brian protesta, mais Nuada confirma la demande de Lug. « Et ce n'est pas tout. Je te rappelle qu'une fois cet objet rapporté, chacun d'entre vous devra pousser du haut de la colline gardée par Miokawin un cri assez puissant pour être entendu à Tara. » Furieux d'avoir subi un tel affront, les 3 frères embarquèrent de nouveau, tandis que Lug rangeait les précieux objets en riant de son bon tour. Non seulement ses ennemis avaient été ridiculisés, mais encore ils ne disposaient plus des objets magiques pour les aider à achever leur quête. Bateau de Mananan, qui est sous nos pieds, conduit-nous à Fianshire. Le navire les mena au beau milieu de l'océan. Ils avaient beau chercher, ils n'apercevaient pas la moindre terre. Hélas, se plaignit Yakar, même l'embarcation magique du maître de la mer ne sait pas nous conduire à cette île. Dans ces conditions, quelle chance avons-nous de la trouver? Évidemment, s'écria Brian, le bateau ne peut pas ignorer où elle est. Manana ne cesse pourtant de répéter qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Notre tort est de chercher à la surface de l'océan, en négligeant qu'il a aussi une profondeur. Sans écouter ses frères, qui le suppliaient de renoncer à une entreprise aussi folle, il plongea pour atteindre le fond de la mer. Là, il vit dans une cité de verre une assemblée de femmes d'une beauté surnaturelle, occupées à broder. Au centre du cercle qu'elles formaient, un cochon en brochet rôtissait. Émerveillés par le courage dont il avait fait preuve, les sorcières offrirent leur amitié à Brian. Et après qu'il eut passé une nuit avec chacune d'elles, elles le laissèrent repartir, non sans lui offrir l'objet qu'il convoitait. Il ne restait aux 3 frères qu'à annoncer leur succès en poussant le cri de ralliement de leur clan au sommet de la plus haute colline d'Irlande. Mais pour cela, il fallait tuer Miokawin et ses fils, qui en interdisaient l'accès. Sitôt de retour, Brian marcha droit sur Miokawin et le défia en combat singulier. En temps ordinaire, ce redoutable gardien se montrait sans pitié, mais aujourd'hui il avait une raison supplémentaire de se battre avec rage. Miokawin, en effet, était le frère de Sian. Longtemps, les flancs de la colline retentirent du fracas de leurs armes. Au milieu du jour, Miokawin s'écroula mort. Ses 3 fils dégainèrent à leur tour leurs épées. Luakar et Ukabar accoururent à la rescousse. Le combat se prolongea jusqu'au soir. La victoire revint au fils de Tuirin. Mais percés de toutes parts, ils n'auraient guère le temps d'en jouir. « Frère, dit Brian, les Irlandais ne se souviendront pas de nous comme des vaincus, mais pour cela vous savez ce qu'il nous reste à faire. » Il les aida à se relever. Comme la pente leur parut raide, le sommet difficile à atteindre, enfin s'appuyant l'un sur l'autre, ils se dressèrent sur la cime et chacun jeta son cri, si fort qu'on l'entendit à Tara, pourtant éloigné de plusieurs lieues. Cet effort épuisa leurs dernières ressources. À peine leur resta-t-il assez de force pour se traîner jusqu'à l'embarcation et s'y en étendre. « Bateau de Mananan, qui est sous notre dos, » murmura Brian. « Ramène-nous chez nous. » Tuirin, venu à la rencontre de ses fils, les découvrit gisant sur la grève.
Il courut porter la broche à Lug. Tu as maintenant tout ce que tu exigeais. La vie de mes fils s'enfuit par 1000 blessures. Prête-moi la peau du porc de Tuy, afin qu'elle se referme. Jamais je ne me suis engagé à rendre, même pour un court instant, les trophées que j'ai réclamés pour prix de la vie perdue par mon père, répliqua Lug. Je ne te donnerai donc pas ce que tu demandes. Pourtant, nul ne me reprochera de manquer de générosité. N'ai-je pas accordé à tes fils une mort plus glorieuse que celle qu'ils ont consentie à Sian? Même Tuirine dut reconnaître la justesse de ces paroles. Tête basse, elle rejoignit ses enfants et s'étendit à leur côté. Avec eux, son clan s'éteignait. Il laissa son cœur se briser pour les accompagner dans l'autre monde. On les ensevelit tous quatre sur la plage dans la même tombe.